C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette édition d'information de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Canal 7 pour vous informer. Nous ouvrons cette édition d'information bref en images avec le Burundi. Un manifestant a été tué ce jeudi matin par des tirs de la police dans le quartier de Musaga à Bujumbura où la police mène depuis mercredi après-midi une opération musclée de reprise en main face aux manifestations hostiles au président Pierre Nkurunziza. Selon des témoins interrogés, le jeune homme a été mortellement touché au dos et son corps a été évacué peu après par la Croix-Rouge. Après des tirs sporadiques toute la nuit, les affrontements se sont poursuivis dans la matinée et ailleurs dans la capitale, comme quasiment maintenant depuis 25 jours. Les manifestations ont repris jeudi matin dans plusieurs quartiers de la capitale. Direction le Sénégal, toujours en bref en images, Mohamed VI, le roi du Maroc, est arrivé ce mercredi à Dakar au Sénégal. Cette visite est la première étape d'une tournée qui l'emmènera dans 3 autres pays africains, à savoir le Gabon et bien d'autres. Accueilli à l'aéroport de la capitale sénégalaise par le président Macky Sall et des membres de son gouvernement, le roi du royaume chérifien a ensuite été salué par des coups de canon. Le roi Mohamed VI doit rester au Sénégal durant une semaine pour un séjour dont les détails n'ont pas été dévoilés. Selon Macky Sall, les dirigeants sénégalais et marocains doivent signer une quinzaine d'accords de coopération lors de cette visite. Son périple l'amènera ensuite en Côte d'Ivoire, je le disais à l'instant, au Gabon et en Guinée-Bissau. Il s'agit de la 3e tournée africaine du roi du Maroc en 3 ans. Toujours en bref et en images, le chef de file de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, a rencontré ce mercredi le président Alpha Condé, une rencontre censée leur permettre de discuter de la situation politique du pays en proie à un bras de fer autour du calendrier électoral. À l'initiative du président, cette rencontre était initialement prévue pour le 8 mai, mais avant, elle a été reportée à la demande du chef de l'opposition, arguant de la répression de rassemblement de ses partisans. Écoutons le chef de file de l'opposition guinéenne après cet entretien. Je lui ai dit aussi que la CENI ne peut pas invoquer son indépendance pour violer les accords politiques, pour violer la Constitution et les lois de la République. Et que pour corriger tout cela, il est important que la CENI annule dès maintenant le calendrier électoral, notamment la partie qui reporte les élections communales après la présidentielle. Restons toujours en Afrique occidentale, en bref et en images encore. Les dirigeants de la CEDEAO ont rejeté mercredi une proposition visant à imposer une limite au nombre de mandats présidentiels à l'échelle régionale. Selon la ministre des Affaires étrangères du Ghana, les voix discordantes pour imposer une limite au mandat des présidents des pays membres de la CEDEAO sont venues du Togo et de la Gambie. Le Togo et la Gambie sont les seuls membres de la CEDEAO qui ne limitent pas à 2 le nombre de mandats présidentiels. Direction l'Afrique centrale à Brazzaville, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso a lancé une opération de consultation nationale en rapport avec la nation et l'État. Ce mercredi, il a reçu les chefs de partis politiques, des représentants de la société civile et aussi des responsables religieux. Toute opposition congolaise a promis de boycotter cette action. Willy Tonongoy de Bambouvert. À l'initiative de Denis Sassou Nguesso, des consultations nationales ont débuté ce mercredi à Brazzaville. Au centre de ces échanges, la question de la réforme constitutionnelle qui divise actuellement la société congolaise. Le chef de l'exécutif congolais va recevoir tour à tour les différents chefs des partis politiques du pays, les représentants de la société civile et aussi de hauts responsables des communautés religieuses. Une décision mal perçue par l'opposition congolaise qui envisage déjà de boycotter cette action. Alors qu'un dialogue national a été réclamé pour trancher sur la réforme de la Constitution en vue de permettre au président frappé par la limite d'âge de briguer un nouveau mandat, la présidence de la République voit en ces consultations une manière d'instaurer de francs échanges avec les forces vives de la nation. C'est donc des entretiens pour évoquer la vie de la nation et de l'État qui divisent la société congolaise.
Selon certaines indiscrétions, l'initiative du président Sassou est une façon de faire pression sur ses adversaires politiques dans son palais et loin des regards indiscrets. Pour une autre tranche de la population, cette opération serait un moyen de gagner du temps en évitant toute vague de contestation. Face à une opposition en perte d'identité et à la recherche d'un homme fort pour incarner le véritable changement, le chef de l'exécutif congolais ne semble pas pour le moment souffrir d'aucune inquiétude. Des documents récemment déclassifiés impliquent directement Robert Mugabe dans un massacre à caractère ethnique survenu en 1983 à l'ouest du Zimbabwe. 20 000 personnes avaient péri dans ce massacre dit de Gukurundi, une découverte qui avait ébranlé tout autre leader que le président Robert Mugabe. Uri Labag s'en fait l'écho. Selon des archives sorties des placards il y a quelque temps, la responsabilité de Robert Mugabe, le président zimbabwéen, est entièrement engagée dans le massacre de Gukurundi. Une opération lancée par le régime répressif du camarade Bob qui avait fait environ 20 000 morts en 1983. Selon ces documents récemment déclassifiés, la 5e brigade était directement aux ordres de Robert Mugabe. Cette unité spéciale entraînée par des experts nord-coréens avait pour mission d'exterminer une supposée rébellion soutenant l'opposant Joshua Nkomo, accusé de préparer un coup d'État. Le massacre de Gukurundi est considéré comme la plus grande dérive du régime Robert Mugabe, en place sans discontinuer depuis 1980. Le chef de l'État zimbabwéen a toujours nié avoir joué un rôle dans cet assaut perpétré dans le Matabeleland, région d'origine de Joshua Nkomo, dans l'ouest du pays, entre les fleuves Limpopo et Zambèze. Les documents susmentionnés, qui sont essentiellement des câbles diplomatiques australiens et des rapports de services de renseignement faisant ainsi la preuve du contraire, révèlent que le massacre de Gukurundi s'inscrivait dans un processus d'extermination de l'opposition. Ces informations s'ajoutent à une liste déjà longue d'exactions commises par le camp Robert Mugabe, régulièrement accusé depuis des décennies de non-respect des droits de l'homme. De l'avis de plusieurs observateurs, une action en justice des familles des victimes n'apporterait rien de concluant, étant donné la mainmise du plus vieux et plus ancien président africain sur toutes les entités de son pays. La Cour pénale internationale pourrait engager des poursuites pour crimes contre l'humanité à l'encontre de Robert Mugabe. L'apôtre du panafricanisme pourrait dans ce cas de figure refuser de se présenter à la haie en y voyant une perpétuation de l'impérialisme occidental. Tout puissant au Zimbabwe, les découvertes récentes n'effraieront certainement pas le leader nonagénaire, visiblement décidé à mourir au pouvoir. Hors du continent africain, les Irlandais sont appelés à se prononcer vendredi sur le mariage homosexuel, un référendum qui constitue, selon certains observateurs, une révolution dans ce pays fortement imprégné de la culture catholique. Reportage AFP. À Dublin, tous les lampadaires se sont transformés en champs de bataille où s'affrontent pro- et anti-mariage homosexuel à quelques jours du référendum irlandais. Les défenseurs du non craignent qu'un changement de loi porte atteinte à l'image de la famille traditionnelle. Les plus progressistes considèrent que la communauté homosexuelle devrait bénéficier des mêmes droits que les autres. C'est une question difficile, mais j'aimerais croire que nous vivons dans un monde altruiste et rempli de compassion. Et je suis enclin à donner le bénéfice du doute à des couples de même sexe. Je vais voter oui au référendum, juste parce que je pense que les gens devraient avoir le droit d'épouser qui ils veulent. Les principaux partis politiques défendent le oui. Certains se joignent même au bus de campagne pour faire le tour du pays. Ce référendum est une révolution dans ce pays fortement imprégné de culture catholique. Cela ne fait que 20 ans que l'homosexualité n'est plus un délit et l'avortement est toujours illégal. Le camp du non affirme que ses propres partisans craignent souvent de parler tout haut, de peur de paraître homophobes. Je crois vraiment que nous devons continuer à endosser et soutenir la balance entre les sexes qui est inhérente à l'institution du mariage. Vous savez, on le voit maintenant en politique et dans le milieu professionnel. On nous demande de respecter des quotas de genre et ça devrait être pareil pour le mariage. Petite mais florissante, la scène gay de Dublin est loin de l'image historique du pays, une nation catholique conservatrice. L'Église catholique d'Irlande fait activement campagne pour le non, mais son influence a été sérieusement ébranlée par une série de scandales de pédophilie. L'Église catholique n'est plus aussi puissante qu'avant. Si vous regardez, dans les 30 dernières années, elle a perdu énormément de sa crédibilité, en particulier sa crédibilité sur les questions relatives à la sexualité.
Alors que les plus de 65 ans semblent pencher pour le non, le défi pour les deux camps sera de convaincre l'Irlande moyenne, en particulier les zones rurales où l'influence de l'Église reste la plus marquée. Économie à présent, en plus bref, les villes du bassin minier tunisien ont observé une grève générale ce mercredi pour réclamer des emplois et le développement de cette région du centre du pays productrice des phosphates, mais parmi les plus pauvres de la Tunisie. Le bassin minier a été le théâtre d'une insurrection reprimée en 2008 dans le sang par le régime de Zine El Abidine Ben Ali, renversé lors de la révolution de janvier 2011. Depuis 4 ans, la production minière y a chuté en raison de nombreux mouvements sociaux et malgré l'embauche de milliers de personnes pour tenter de juguler la grogne. La production de phosphate est d'ailleurs à l'arrêt depuis près d'un mois en raison des conflits sociaux. Au Gabon, la compagnie pétrolière Total Gabon a enregistré une perte de 16 milliards de francs CFA de bénéfices au premier trimestre 2015 contre un gain de 40 milliards de francs CFA les 2 dernières années sur la même période. Et Judith Koindo nous donne les précisions de cette perte dans ce reportage. Le groupe pétrolier Total Gabon a publié ses résultats financiers au premier trimestre 2015, caractérisés par un résultat net de moins 16 milliards de francs CFA au premier trimestre 2015 contre 40 milliards de francs CFA l'année d'avant à la même période. Selon la compagnie, cette baisse s'explique principalement par le recul du chiffre d'affaires, la baisse du volume des productions stockées ainsi que la perte de champ sur les créances en euros et en francs CFA. En effet, la compagnie a souligné que le prix de vente moyen des 2 qualités de pétrole brut commercialisées, Mandi et Rabi Light, s'est établi à $50 le baril au premier trimestre 2015, soit une diminution de 50% par rapport à la même période de l'année précédente. La part de production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon, quant à elle, affiche au premier trimestre 2015 une baisse de 8% à 43 700 barils par jour. Une décroissance inhérente à l'instabilité du réseau gaz d'Anguillet et les difficultés opérationnelles sur Anguillet et Otara en janvier et février. L'impact du mouvement de grève de l'Organisation nationale des employés du pétrole du 2 décembre 2014 au 1er janvier 2015, pour n'en citer que cela. Sur un tout autre plan, Total Gabon annonce une baisse d'environ 7 milliards de francs CFA de sa capacité d'autofinancement global au premier trimestre 2015 du fait du recul du chiffre d'affaires et de la baisse du volume des productions stockées liées à la hausse des volumes vendus sur la période. Toujours en économie, la lutte contre le blanchiment d'argent au sein des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale est au centre des réunions et ateliers sur le continent. La 23e réunion plénière du GABA qui se tiendra du 18 au 23 mai prochain en Côte d'Ivoire et l'atelier ouvert le 19 mai au Gabon ont un même objectif, lutter contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme. Quels sont les acteurs principaux dans cette lutte? À quoi sert cet argent? Tant de questions que Judith Koindo va tenter de répondre dans ce reportage. Le blanchiment d'argent est un fléau de par ses répercussions sur les économies et la société. Il coûte entre 30 et 40 milliards de dollars par an aux pays africains, mais plus globalement, on évoque la somme de 1600 milliards de dollars pour ce qui est seulement de la corruption sur le continent. 3 principaux groupes régionaux luttent contre ce phénomène. Il s'agit du groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, communément appelé GAFIMOAN, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, JABIA, et le GABA, qui est le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Le développement et le renforcement de tels groupes régionaux jouent un rôle essentiel dans la prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans les sous-régions. Rappelons que le blanchiment d'argent est un élément des techniques de la criminalité financière. Il consiste à dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale afin de la réinvestir dans des activités légales, par exemple l'immobilier, les jeux d'argent, le sport ou même des activités telles que le terrorisme. C'est une étape importante car sans le blanchiment, les criminels ne pourraient pas utiliser de façon massive ces revenus illégaux sans être repérés.
Par ailleurs, de nombreuses actions ont été menées par différents organismes au plan international pour lutter contre le phénomène du blanchiment d'argent. Le FMI contribue aux efforts déployés au plan international de plusieurs manières importantes qui correspondent à ses principaux domaines de compétences. Enfin, les assises organisées sur le continent permettent à l'Afrique de démontrer son engagement dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Sécurité et la paix en Centrafrique est au cœur d'un accord entre les États-Unis et les pays engagés dans l'interposition et le maintien de la paix dans ce pays de l'Afrique centrale qui fait face à un conflit interne. À Libreville, les travaux du Central Accord 2015 ont atteint leur vitesse maximale. Un compte-rendu de Marielle Biogou. Dans l'objectif de venir en appui aux forces de défense gabonaises engagées dans le maintien pour la paix en République centrafricaine, l'armée américaine est à Libreville depuis le 8 mai dernier pour convenir avec le pays hôte des termes du Central Accord 15 en faveur de la paix en Centrafrique. Les principaux objectifs de cet accord sont de développer une logistique multinationale et d'avoir une capacité de réaction sous-régionale à gérer les conflits armés. Le ministre de la Défense gabonaise, qui a pris part à ces assises de l'aviation légère des armées, a tenu à rassurer les populations sur la présence des soldats gabonais en Centrafrique. Nous gagnons sur les synergies entre tous les autres pays sur un théâtre d'opération virtuel, mais qui est réel, parce qu'à Bangui, il y a vraiment une situation d'insécurité, c'est une situation de non-droit et l'ONU est obligée d'intervenir pour pouvoir rétablir la sécurité et le droit dans ce pays-là. Donc il est bon qu'il y ait des exercices de simulation pour pouvoir atteindre les objectifs. Et si le Gabon a été choisi, c'est parce que le Gabon participe déjà à Bangui et le Gabon a quand même une longue histoire dans la participation des crises politico-militaires en République centrafricaine. Central Accord, c'est avec les Américains et personne ne peut douter aussi de l'expertise de l'armée américaine. Donc tous les pays qui viennent au Gabon participer à cet exercice-là bénéficient de la formation, de l'expertise. Et comme les Américains sont des gens aussi gentils, on peut aussi bénéficier de matériel de la part de l'armée américaine. Retenons que c'est en sa qualité de leader sous-régional dans le maintien pour la paix et la gestion des conflits que l'armée américaine a décidé de s'allier au Gabon, marquant ainsi les bases d'une véritable coopération. Restons au Gabon pour parler d'environnement. Sur une piste rouge sillonnant la dense forêt équatoriale apparaît soudain d'imposants engins agricoles, des tracteurs et des camions transportant des centaines d'ouvriers. C'est la fin de la journée de travail sur la plantation d'EVA de Batouri dans le nord du Gabon. Il s'agit d'une plantation géante d'EVA initiée par la société Olam, mais qui tarde à faire l'unanimité malgré les centaines d'emplois qu'elle pourvoit. Marie-Angèle Gonon. Hommes et machines regagnent la ville de Bitam et les villages avoisinants. C'est la fin d'une journée de travail à la plantation d'EVA de Batouri dans le nord du Gabon. Elle doit à terme compter 28 000 hectares d'EVA. Ce projet colossal dont le maître d'œuvre est le géant singapourien Olam doit à terme générer 400 millions de dollars d'investissement d'une usine de transformation de caoutchouc et 5 000 emplois. Malgré ces chiffres, l'unanimité se fait attendre autour de ce projet. Les retombées en termes d'emploi sont surestimées partout dans le monde, sont surestimées. Les retombées d'un point de vue socio-économique sont généralement surestimées, alors que la réalité du problème réside dans la transformation du mode de vie des populations. Les défenseurs du projet y voient une promesse de diversification d'une économie de rente pétrolière à bout de souffle. Selon eux, il va permettre de développer le Gabon. Comme faire un projet agricole, c'est créer beaucoup de travail, ça mène un développement rural, après fixer une population pour long terme. Imagine, une fois ce projet complet, c'est fini, c'est à peu près 3000 personnes qui sont engagées là-bas, permanence. Quand vous ajoutez les indirects, c'est bien à peu près 5000 personnes. Ce n'est pas pour 3 années, 4 années, c'est pendant 45 et 50 années. La plantation de Batouri compte 5000 arbres qui seront en maturité dans 8 ans. Mais pour planter, Olam a dû opter pour la déforestation, faisant craindre une atteinte à la biodiversité. Le patron d'Olam Gabon, Gagan Gupta, retorque que son groupe respecte les normes et qu'il a signé des contrats sociaux avec les villages.
Culture à présent, le New York Times a remporté ce lundi 3 prix du Pulitzer, les prestigieuses récompenses américaines en matière de journalisme qui ont aussi célébré les photographes du St. Louis Dispatch pour leur couverture des tensions raciales à Ferguson et Adam Nossiter pour son enquête publiée cette semaine sur les viols en série perpétrés par la secte islamiste Boko Haram. Roland Jacou. Le comité Pulitzer a précisé lundi à l'Université de Columbia à New York que les journalistes du New York Times qui ont remporté 3 prix Pulitzer ont été collectivement sacrés pour leur couverture de l'épidémie mortelle d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Le quotidien new-yorkais l'a emporté dans la catégorie internationale. Dans la catégorie photographie magazine, le photographe pigiste Daniel Bureulak l'a emporté devant Bulen Kilik et journaliste à l'agence France Presse qui faisait partie des finalistes. Le lauréat 2015 du prix Pulitzer, Adam Nossiter, a publié cette semaine une enquête qui ressort des violences séries perpétrées par les combattants de Boko Haram sur des centaines de femmes dans le nord-est du Nigeria. Des femmes violées qui ont trouvé refuge au camp de Dalori, dans la périphérie des Maiduguri, sont enceintes. Une enquête qui lui a valu ce prestigieux prix. Le prix Breaking News en photo a récompensé l'ensemble des photographes du St. Louis Dispatch pour leur couverture des événements de Ferguson après la mort de Michel Brown, un jeune noir non armé tué par un policier en août dernier. Sa mort et le fait que le policier responsable n'ait pas été poursuivi avaient suscité des émeutes à Ferguson et des manifestations de protestation dans tout le pays. Au total, les prix Pulitzer ont été remis à 22 lauréats dans 21 catégories. Le comité Pulitzer avait limité son choix à 55 finalistes dans les 21 catégories qui, outre le journalisme, incluent aussi la poésie, la fiction, la musique, le théâtre et l'histoire notamment. Débutée le 15 mai dernier, la 31e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe a encore fait vibrer le gymnase du Prytanée militaire au rythme des belles affiches présentées lors de la 4e journée qui a vu certains clubs gabonais se battre avec acharnement afin de franchir l'étape des quarts de finale. Plusieurs confrontations étaient à l'affiche ce mardi, notamment celle qui opposait chez les messieurs le club FAP du Cameroun au club GSM du Gabon, au Stade Mondji du Gabon, au club camerounais Fonz. Au terme de ces différentes rencontres disputées en première affiche, le club GSM du Gabon, qui est presque éliminé de la compétition, a concédé une 3e défaite, cette fois en pliant les chines face au FAP du Cameroun, sur un score de 30 points à 34, soit 4 points d'écart, après avoir perdu 2 fois lors des 3 premiers matchs. Alors qu'ils menaient les débats en première mi-temps, de 14 points à 12, les Gabonais vont baisser la garde en deuxième période et se faire laminer par les Camerounais qui vont les piéger dans leur jeu avant de prendre le dessus et les battre avec 4 points d'écart. Une défaite gabonaise qui ne laisse que de regrets dans les esprits des joueurs. C'est une défaite difficile. On avait à cœur de jouer ce match à fond pour le remporter parce que ça nous permettait de passer au deuxième tour. Mais bon, c'est pas encore terminé, on a encore un match. Si on le gagne, on peut toujours passer au deuxième tour. Bon, ça s'est joué, vous avez vu sur le plan défensif, on a beaucoup pêché. Je ne sais pas si ça c'est par rapport à la fatigue qu'on n'a pas pu gérer et la chaleur. Mais bon, c'est là où les adversaires nous ont eu. Mais bon, qu'est-ce qu'on va dire, que c'est des énormes regrets pour nous. Contrairement à GSM sur l'autre affiche, Stade Mondji a quant à lui imposé sa suprématie à domicile face au club France du Cameroun en le battant sur un score de 27 à 25. Le club gabonais de Stade Mondji, qui enregistre actuellement 2 défaites et 2 victoires, peut commencer à rêver des quarts de finale alors qu'il lui reste à convaincre lors de son dernier match avant la phase des quarts de finale. Et puis pour terminer cette édition d'information, dans la rubrique du 7 en plus du journal de 20h d'hier, j'étais l'invité de Dina Koussou pour évoquer la situation inquiétante dans le nord du Mali. L'entretien, c'est juste après cette courte pause. Abdelaziz Maïga, bonsoir. Bonsoir Dina. Bienvenue sur le plateau du journal de 20h. Abdelaziz Maïga, malgré l'accord de paix signé, l'accord de paix et de réconciliation signé le vendredi, nous assistons à de regains de tension au nord du Mali.
Comment peut-on expliquer ce revirement de situation? Alors il serait tout d'abord important de signaler que cet accord pour la paix au Mali a été signé dans une ambiance un peu tendue, un peu singulière. Et les différentes parties qui sont impliquées dans ce processus un peu ambigu, il faut le dire, nous réservent un feuilleton, d'un dénouement de feuilleton politique ou encore diplomatique très incertain. Alors, à l'instar de ses ancêtres, le nouvel accord qui a été signé ne fait certainement pas l'unanimité parce que c'est un accord, on peut dire, qui a des vertus antalgiques. Il y a certainement la fièvre qui est soignée, mais le virus n'est pas traité au fond, ce qui prouve aujourd'hui qu'il y a des regains de tension sur le terrain, tel que vous venez de le constater. Et ma foi, pour pouvoir éradiquer ce fléau, encore ramener la sérénité du côté du nord du Mali, il va falloir certainement que l'État s'y implique plus en désarmant bien sûr les rebelles du nord du Mali, mais aussi en mettant un processus de démobilisation en place. Et finalement, pourquoi ces accords ont-ils du mal à être respectés dans cette partie du Mali? Écoutez, ces accords ont du mal à être respectés tout simplement parce qu'elles ne font pas l'unanimité au sein de la classe politique, mais aussi au sein des fractions rebelles. Alors de nombreux points de test, de discorde sont dans ce test et ne font pas l'unanimité. Alors il faut dire que les délégués de la CMA s'insurgent contre un projet qui ne parle ni de fédéralisme, ni d'autonomie, ni d'un statut politique institutionnel pour parler de l'Azawad. Azawad qui veut donc être indépendante, si on comprend et si on suit la logique de vos propos. Dernière question, Aziz Maïga, avant de vous laisser vous échapper, peut-on penser que les différentes parties prenantes pour la signature justement de cet accord de paix reviennent sur un plateau, sur une place de négociation pour en parler? Écoutez, selon la CMA, ce processus n'a été paraphé que pour évoquer plusieurs points de discorde, mais aussi pour pouvoir permettre aux deux plateformes de pouvoir s'entendre. Mais dans le fond, il y a encore des discordes d'ordre politique, des discordes d'ordre économique, parce que le Nord se sent un peu lésé, sinon très lésé. Et ils veulent que tous ces processus soient mis en place pour que cette partie du Mali ne se soit plus lésée. Et rien n'est moins sûr parce que rien ne présage que la paix peut-être peut revenir très vite dans cette partie du Mali. Et paraphé n'est pas signé. Alors pour voir cette signature définitive, être sous l'accord de paix qui est prôné par l'Algérie et l'État malien, il va falloir encore attendre un peu ou encore ramener les rebelles, les fractions rebelles à s'entendre ou encore à s'unir derrière ce projet qui ne parle que de fédéralisme et que d'indépendance de tout le Mali entier. Et nous espérons justement que ce problème sera réglé dans les plus brefs délais par les autorités maliennes, soutenues justement par la communauté internationale. Abdoulaziz Maïga, merci d'être passé sur le plateau de 20h pour nous parler de cette information. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information de la mi-journée. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur Canal 7.